Bonjour, bienvenue dans ce 6e e-débat du Conseil national des barreaux. Une formule qui prend de l'ampleur puisque je comprends que vous êtes environ 500 inscrits aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui pour débattre sur le travail et le droit de travail en temps de crise sanitaire, Monsieur François Asselin, président de la CPME. Et aussi Monsieur Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Merci messieurs pour votre présence. Je vous remercie. Votre présence marque toute l'importance que les partenaires sociaux attachent à la mission et au travail des avocats. Nous nous sommes rapprochés pendant la séquence difficile sur la réforme des retraites. Réforme dont je ne sais si elle est complètement refermée. Moi, j'ai entendu suspendue, mais une chose suspendue, en général, elle risque de retomber. Donc, nous verrons. Alors, est-ce que la chute n'en sera que plus dure? Nous verrons, c'est toute la question. Je note d'ailleurs que l'article 3 du projet de loi sur les mesures urgentes en période de Covid-19 prévoit que l'État pourrait récupérer sur les comptes du Trésor toutes les disponibilités des organismes soumis aux règles de la comptabilité publique et des organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public. Pour ma part, j'y range les caisses de retraite autonomes, mais pas que. Et je serais intéressée d'avoir la réaction et l'avis de nos deux invités sur le devenir des trésoreries de tous les organismes paritaires qui pourraient être concernés par cette mesure, qui sera débattue aujourd'hui en commission spéciale à l'Assemblée nationale. Alors oui, les partenaires sociaux, comme les organisations professionnelles représentatives, n'ont pas droit au répit dans cette période heurtée. L'urgence sanitaire a déclenché une urgence économique, une urgence sociale, une urgence démocratique. Les avocats, les partenaires sociaux sont concernés au premier plan par toutes ces urgences. Alors aujourd'hui, oui, vous allez débattre de la manière de construire, de la manière de poursuivre un dialogue social dans des temps confus, très confus, de la situation sociale des travailleurs, économique des entreprises, du rôle du droit comme amortisseur social et comme aiguillon économique. Alors de tous ces équilibres que l'on sent chanceler, alors que nous entrons dans l'incertitude, dans l'imprévisible, puisqu'aucune référence n'existe pour nous dire ce que nous vivons aujourd'hui et donc ce que nous vivrons demain. Alors oui, ces équilibres, il va falloir les trouver. Vous serez accompagnés dans ce débat par 3 de nos élus au Conseil national des barreaux. Madame Rachel Saada, que je salue, Laurence Junot-Fangé, que je salue. Toutes deux sont avocates émérites en droit social et avec, comme pour chacun de nos e-débats, Monsieur Xavier Autain, président de la commission communication du Conseil national des barreaux, pour animer nos échanges. Xavier, à qui, selon la formule consacrée désormais, je cède la parole. Merci à tous. Merci Christiane, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc commencer ce débat avec une question très générale et qui porte sur l'organisation du travail. Comment est-ce qu'avec le déconfinement, le travail est organisé? Comment est-ce que ça se structure? Comment est-ce que les organisations syndicales voient ça? Comment les organisations patronales voient ça? Un premier tour global, Monsieur Asselin, peut-être? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Alors, je ne suis absolument pas spécialiste en droit. Je suis plutôt un praticien du droit en tant qu'entrepreneur. Et donc, concernant cette question d'ordre général, moi, je représente les entreprises patrimoniales plutôt, puisque
99% de nos adhérents à la CPME, ce sont des patrons qui sont propriétaires de leur boîte. Hein, ce sont des PME, voilà, hein, ça maille tout le territoire, donc des entreprises plutôt à taille humaine. Et concernant l'organisation du travail, en fait, hier, j'avais une réunion avec l'ensemble de mes présidents de territoire, et c'est exactement la question qu'on a posée, comment ça se passe hein, en termes d'organisation. C'est pas compliqué, c'est du bon sens. C'est-à-dire que finalement, les employeurs, comme les salariés, essayent de mettre en place les bonnes pratiques pour éviter, bien évidemment, que quelqu'un attrape le Covid-19. Et on a pour cela eu des guides sectoriels, hein, des guides métiers. Et ça fait déjà pas mal de jours, sinon de semaines, que dans nos entreprises, eh bien, on prépare la rentrée, ou en tout cas celles qui n'ont pas complètement arrêté de travailler, au fur et à mesure de la connaissance qu'on nous transmettait, des mesures barrières qu'il fallait mettre en place, eh bien, on a mis beaucoup d'énergie avec nos salariés pour tout simplement organiser le travail. Alors, une évidence, hein, on est des êtres humains, nous employeurs comme nos salariés, et la première des choses, c'est que si on n'avait pas de protection individuelle, eh bien, il n'y avait pas de travail. Hein. Et quand bien même la ministre du Travail a pu nous dire, écoutez, si on peut respecter la distance physique, le masque n'est pas obligatoire, j'aime mieux vous dire que si vous ne fournissez pas un masque à vos salariés, eh bien, ça peut paraître symbolique, mais c'est comme ça, ils ne viendront pas travailler et nous les comprenons. Hein. Ensuite, vous avez l'organisation du travail en lui-même. Hein, physique au sein de l'entreprise, hein, ou alors eh bien, à l'extérieur de l'entreprise. Et là, il y a la question du télétravail. Vous savez, et là, je commence un petit peu à entrouvrir le thème, le quatrième thème hein, sur la responsabilité. Dans une entreprise où vous connaissez tous vos collaborateurs, vous n'allez pas les faire venir au travail avec un couteau dans les reins. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un collaborateur hein, qui a peur, et on peut le comprendre, hein, eh bien, vous n'allez pas vous opposer à son droit de retrait. Hein. On va avant tout dialoguer. Et c'est là où la place du dialogue, souvent informel, puisqu'on ne va pas formaliser tous les échanges qu'on a avec chacun de nos salariés ou avec parfois notre CSE, les instances représentatives du personnel, tout ne se formalise pas, mais on n'a jamais autant discuté de l'organisation du travail au sein des entreprises aujourd'hui dans notre pays. Et globalement, en dehors des quelques exemples qui ont pu faire la une des journaux, eh bien, dans l'immense majorité des entreprises, il y a en ce moment plutôt un dialogue social extrêmement nourri, extrêmement fourni, et globalement, ça se passe plutôt pas trop mal. En tout cas, c'est ce que j'avais hier dans la réunion avec mes présidents de territoire. C'est un petit peu ce qui nous est remonté des territoires. Monsieur Verrier, peut-être pour répondre, faire le pendant à Monsieur Asselin. Ce ne sera peut-être pas exactement le pendant ou le contre-discours, parce que la question du dialogue social est effectivement majeure et centrale dans ce contexte. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la période de reprise ou de déconfinement. Mais l'action des syndicats, que ce soit dans le cadre du dialogue social ou de manière parfois plus ferme, hein, je dis qu'on a dû parfois taper du poing sur la table, elle a été constante et je crois pouvoir dire que nous n'avons peut-être jamais été autant sollicités, y compris par les salariés qui sont soit sans adhésion syndicale, soit dans des entreprises, notamment des petites, moyennes entreprises où il n'y a pas forcément tout le syndicat présent. Donc, nous avons été très sollicités et nous avons été sur le terrain à tous les niveaux. Au plan national, on a, avec M. Asselin d'ailleurs et les autres organisations patronales et syndicales, 2 à 3 réunions par semaine, quasiment en visioconférence avec les pouvoirs publics, ministère du Travail la plupart du temps, Premier ministre, Président de la République, mais sur le terrain y compris, parce que on nous demande beaucoup en ce moment comment se passe le déconfinement. Mais en réalité, dès le départ, on a été confronté d'abord à une situation qui n'était pas préparée, qui n'avait pas été anticipée et pour laquelle les moyens de prévention, de protection étaient plus que défaillants. Hein. M. Asselin évoquait la question des masques. On a bien vu le discours évolutif des pouvoirs publics en la matière qui était plus ajusté
sur la disponibilité des moyens que sur la réalité de la protection qui était nécessaire. Et de ce point de vue, nous avons systématiquement insisté sur le fait qu'il était important que chacun assume à sa place ses propres responsabilités, que c'était plutôt comme ça que ça fonctionnait le mieux, plutôt que de vouloir mettre tout le monde dans le même sac. Pourquoi je dis cela? Parce que sur la question des moyens de protection, nous demandons des prescriptions précises de la part des pouvoirs publics, qui doivent s'appuyer évidemment sur les scientifiques en la matière, les experts en la matière, sur quels sont les moyens qui doivent être utilisés et dans quelles conditions, selon l'environnement de travail, les transports, etc. Et ça, c'est une question importante parce que ça engage la responsabilité de celui qui prescrit. La responsabilité des syndicats, elle est de s'assurer que les prescriptions en la matière sont effectivement mises en œuvre. Donc, ça vaut évidemment en termes de disponibilité. Ça pose la question du coût, la prise en charge de ces moyens de protection. Ça ne peut pas venir gréver un peu plus le salaire des salariés et évidemment s'assurer que les organisations du travail, puisqu'on parle beaucoup de gestes barrières, et M. Asselin vient d'en parler, sont effectivement mises en œuvre parallèlement. Il ne faut pas oublier que la situation actuelle de déconfinement, en réalité, on la vit depuis le début parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui ne se sont pas arrêtés. Évidemment, l'hôpital, où il manquait malheureusement aussi beaucoup de moyens, mais ce qu'on a appelé les services indispensables ou les secteurs indispensables ou essentiels. Et on s'est aperçu tout d'un coup, et ça c'est un des points sur lesquels nous insistons beaucoup, que beaucoup de métiers que personne ne voyait ou auxquels on prêtait attention, on a beaucoup parlé des caissières, mais il y a toute la manutention, la logistique derrière qu'on ne voit pas, y compris par exemple le secteur de la sous-traitance en matière de nettoyage de locaux. Ce sont des salariés qui viennent travailler avant l'ouverture, après la fermeture. Tous ces métiers sont des métiers en bas de l'échelle et ce sont ceux qui ne se sont quasiment pas arrêtés parce qu'on en avait besoin. Et heureusement que les syndicats étaient là parce qu'il n'y avait aucun moyen de protection. On a par exemple dû taper du poing sur la table, effectivement, pour obtenir ne serait-ce qu'on installe des parois de protection pour les salariés qui sont en contact du public. Donc voilà, je pourrais dérouler encore longtemps, mais je pense que le rôle des syndicats a été essentiel dans cette période et va l'être d'autant plus dans cette période de reprise. Si on reprend sur un plan plus juridique, Rachel Saada, Laure Junot-Fangé, concrètement, plusieurs questions nous sont posées. Est-ce que le télétravail peut continuer à être imposé ou, à contrario, quels sont les recours dont dispose un salarié pour ne pas avoir à aller travailler? Les positions, Laurence, peut-être en premier lieu? Alors, merci. Bonjour à tous. Le télétravail, depuis le début du confinement, a été mis en œuvre d'une façon extrêmement généralisée. Certaines entreprises utilisaient le télétravail et d'autres s'y sont mises. Et je pense que ça continue. Alors, si le télétravail était impératif, avec le déconfinement, on dit qu'il faut privilégier le télétravail quand c'est possible. Mais si un employeur considère que la présence du salarié doit être sur le lieu de travail, il peut exiger que le salarié vienne sur place, à la condition, évidemment, d'assurer que les conditions de travail sont bien conformes et respectent les règles de sécurité telles qu'elles sont édictées, telles qu'on en a parlé il y a quelques instants. Donc, en fait, là, on revient quand même dans un pouvoir de direction du chef d'entreprise qui pourra, s'il estime que la présence du salarié sur place est importante, qu'il le fasse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que jusqu'à présent, on pouvait avoir aussi des arrêts de travail pour garde d'enfants et qui permettaient aux parents de ne pas travailler. Ça, c'est terminé depuis le 1er mai. Ce qui veut dire qu'à partir du 1er mai, les personnes qui étaient en arrêt de travail pour garde d'enfants passent au système de chômage partiel. Et donc, avec un changement aussi de statut qui se met en place, alors qu'on sait par ailleurs que toutes les classes ne vont pas être ouvertes et que tous les enfants ne vont pas être à l'école et certainement pas 4 jours par semaine, ce qui va poser indiscutablement aussi
des problèmes de mise en œuvre et des conditions de travail, la manière dont les salariés qui ont encore des enfants à l'école, comment ils vont faire pour continuer à travailler. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé, Monsieur Asselin, du dialogue social et aussi de la nécessité, Monsieur Verrier, pour les syndicats de travailler sur des conditions sécurisées pour que les gens puissent revenir sur leur lieu de travail. Donc, pour l'instant, voilà ce que je peux dire sur le plan juridique. On l'a vu, donc on va avancer au cas par cas et ce sera visiblement très pragmatique. Rachel Saada, concrètement, comment fait le salarié qui a des craintes en retournant au travail? On a entendu les rassurances par M. Asselin, mais concrètement, comment est-ce qu'il fait valoir ses droits? Comment est-ce qu'il s'assure qu'il gère sa garde d'enfants, ses obligations de travail, les obligations de protection? Alors, bonjour à tous. Ce qui est certain, c'est que en matière de droit du travail, il est absolument nécessaire à chaque fois de regarder bien sûr quelle est la norme qui est applicable, quelle est la recommandation, mais surtout d'opérer une vérification in concreto, c'est-à-dire dans la réalité des choses et au cas par cas. Et tout à l'heure, ce qui m'a intéressé dans ce qu'a dit M. Asselin, c'est que les employeurs ne doivent pas se contenter de se fier, de se conformer aux recommandations ministérielles et qu'en réalité, on doit aller au-delà. Alors, c'est certain que chaque salarié qui est invité à reprendre le travail doit effectivement, d'une part, vérifier quelles sont les conditions réelles de reprise de travail et vérifier si l'employeur respecte les recommandations générales qui sont données. Je mets à part la question du transport qui est relativement complexe puisque, comme l'a dit tout à l'heure Laurence, l'employeur doit privilégier le télétravail chaque fois que c'est possible. Ce qui veut dire que à partir du moment où un salarié a sollicité la possibilité de rester en télétravail et où l'employeur l'a refusé, je rappelle d'ailleurs qu'il doit motiver son refus. Eh bien, s'il devait y avoir une maladie et au-delà de la maladie, des séquelles importantes, parce qu'en réalité, ce n'est pas tant le problème de la maladie qui se pose, c'est celle des séquelles éventuelles et au-delà même d'un éventuel décès, eh bien, il y aurait lieu d'interroger éventuellement. Alors, on reviendra peut-être un peu plus tard sur la question des responsabilités de chacun. Là où je crois qu'on a intérêt et le devoir de pousser, si je puis dire, un coup de gueule, c'est sur la question de l'accès aux juridictions du travail et de l'accès aux juridictions sociales. On l'a dit et redit, on a fermé les juridictions du travail comme un salon de coiffure ou comme un restaurant. Le Premier ministre Édouard Philippe, dans son discours sur les déconfinements, n'a pas eu un mot pour la justice. Et nous voyons, nous, au regard de ce que nous recevons comme information, qu'en réalité, la remise en route des juridictions en général et des juridictions du travail et social en particulier est très lente, très compliquée, et qu'il va y avoir non seulement une atteinte au droit de la défense en général, mais une atteinte aux droits des justiciables tout simplement. Et ça, je crois qu'il va falloir qu'on soit très ferme et il va falloir qu'on soit très vigilant et il va falloir qu'on reprenne la mobilisation. Voilà pour l'instant ce que j'ai à dire. Alors, dans les questions qui nous sont posées, il y a justement un certain nombre de questions sur comment préparer la reprise en excluant les licenciements pour motif économique ou, à contrario, comment envoyer une convocation à un licenciement économique dès la fin de l'activité partielle lorsque l'entreprise enregistre des pertes. On va peut-être commencer par cette première question et peut-être pour M. Asselin, comment préparer la reprise en excluant les motifs économiques? Quelles pistes existent-ils? Alors, vous aurez l'assistance des juristes, mais le président de la CPME que vous êtes. Bon, c'est aujourd'hui bien évidemment notre grande angoisse.
partagé d'ailleurs avec nos salariés. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit qu'avec cette reprise, on n'arrive pas à ramener dans l'entreprise l'ensemble de nos effectifs qui étaient tout ou partiellement au chômage partiel. Et ce qu'on est en train de voir dans pas mal d'activités, c'est que finalement, avec toutes les nouvelles contraintes qu'on doit mettre en œuvre, eh bien, on n'arrive pas à retrouver, on ne va pas retrouver notre niveau de productivité ou de production qu'on avait avant cette crise épidémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais prendre un exemple très concret. Moi qui ai une entreprise de bâtiment, je suis charpentier menuisier, j'ai à peu près 44 chantiers. Aujourd'hui, ils se sont tous arrêtés. J'ai gardé une activité d'atelier parce qu'on avait les moyens de continuer à produire en effectif réduit. Mais les chantiers commencent à se réouvrir petit à petit. Et d'ailleurs, du côté privé, ça se réouvre beaucoup plus vite que du côté marché public, au passage. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que là où avant, il y avait sur un chantier, par exemple, 60 hommes jour, eh bien maintenant, on va passer à 20 hommes jour. Ce qui veut dire que là où je mettais une équipe de 8, je vais mettre demain une équipe de 4. Et puis, autre phénomène, sur les chantiers où il y avait beaucoup de coactivité, à savoir beaucoup d'acteurs qui travaillaient en même temps, eh bien maintenant, on fait passer les entreprises les unes après les autres. Ce qui fait qu'au niveau du planning, eh bien, tout est complètement bousculé. Et on s'aperçoit qu'en regardant et en essayant de voir sur le moyen et long terme ce que va être notre planning, quand bien même on a un carnet de commandes bien fourni, bien rempli, eh bien, on n'arrive pas à retrouver notre niveau d'activité qu'on avait auparavant. Et là, d'un seul coup, on se dit, si je suis sur une base 80% par rapport à ma base 100% avant, eh bien, je ne finance pas toutes les fonctions support de l'entreprise. Je pense qu'on arrivera, entre guillemets, à mettre la partie productive au travail. On va arriver, entre guillemets, à s'organiser. Mais toutes les fonctions support qui sont finalement amorties, c'est les frais généraux qu'on amortit avec l'ensemble de la production, eh bien, on risque d'avoir du mal à le financer. Et là, effectivement, on se dit, si jamais ça dure et que le système de chômage partiel sera dégressif, parce qu'il est prévu être dégressif en remboursement pour les employeurs, eh bien, il n'y aura pas d'autre solution que d'anticiper du licenciement économique. Et là, évidemment, on passe dans autre chose. Alors, pour éviter ou pour amortir la catastrophe annoncée, parce que de toute façon, il y aura des licenciements économiques, eh bien, on a peut-être plusieurs leviers. D'abord, il faut être offensif sur la formation. On a dans nos entreprises des collaborateurs, des collaboratrices qui ont du potentiel. Et là, on peut se dire, comme il y avait, par exemple, auparavant le FONGECIF, avant la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, on pourrait très bien imaginer pour certains d'entre eux de se dire, c'est le moment de leur faire une formation qualifiante qui leur donne un examen, parce que là, il va falloir les former pendant plusieurs mois et de mettre vraiment les moyens là-dessus pour qu'ils soient portés pendant ce temps pour pouvoir bien les réemployer lorsqu'on retrouvera notre niveau d'activité. Ça peut être des leviers importants. On peut aussi imaginer que demain, on mette en place une alternance pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui sont au chômage partiel, pourquoi pas, entre guillemets, leur faire un contrat d'apprentissage maison en alternance qui leur permet là aussi d'avoir une formation qualifiante. Et puis, vous avez les entrants. Il ne faut pas les oublier. Il y a une vraie question autour de l'apprentissage. On a aujourd'hui des apprentis qui vont terminer leur contrat d'apprentissage soit cet été, soit à la rentrée, qui n'auront pas de CDI. Or, en temps normal, on leur aurait fait un CDI. Donc, il faudrait pouvoir augmenter la durée d'apprentissage pour ceux qui arrivent en fin de cycle au moins d'une année, avec pourquoi pas mise en place d'un CQP, c'est-à-dire que ça serait par exemple une formation complémentaire qui serait là aussi qualifiante, sanctionnée par un examen. Et puis, bien, pour ceux qui vont arriver en apprentissage, eh bien, faire en sorte effectivement de leur trouver des entreprises d'accueil et d'amortir le coût de l'apprentissage pour que bien l'entreprise eh bien, puisse continuer à faire cet effort d'accueil des apprentis, sachant que dans des entreprises à taille humaine, dans les PME, on n'a pas d'autre alternative que de prendre des apprentis parce que des salariés qualifiés, jusqu'à maintenant, sur le marché du travail, nous n'en trouvions pas. Donc, effectivement, il y a des enjeux colossaux. Et là, je viens d'ouvrir quelques pistes avec nos salariés déjà en poste et avec ceux qui sont en apprentissage, quelques pistes qui permettraient d'amortir les licenciements économiques malheureusement prévisibles. Monsieur Verrier, le représentant syndical que vous êtes, relativement à ces questions-là, à celles de télétravail, à celles de contrôle de l'entreprise, contrôle de l'employeur, on nous parle de prise de température, etc. Quelle est votre position ? Alors,
premièrement, sur la question de l'emploi, parce que je l'ai dit souvent, quand le gouvernement utilise la métaphore de la ligne de crête entre le risque du rebond de l'épidémie ou le risque, dans ces termes, de l'écroulement économique, pour chacun et chacune d'entre nous, on est sur une ligne de crête qui est celle du risque de contracter le virus et aujourd'hui le risque pour son emploi ou son salaire. Il ne faut pas oublier qu'en activité partielle, beaucoup de salariés se sont retrouvés avec 15 à 20% de moins sur la feuille de paie. Et n'oublions pas que le salaire médian, c'est 1 760 ou 70 euros net mensuel. Donc, pour tous ceux qui sont en dessous, à peu près la moitié de la population et à peine au-dessus du SMIC, c'est quand même difficile. Et donc, sur la question en particulier de l'emploi, et en lien d'ailleurs avec la question des juridictions, notamment prud'homales, nous, ce que nous avions demandé, parce que l'activité partielle a été mise en place de manière large pour éviter justement les licenciements dans le contexte subi de la crise sanitaire et du confinement. Eh bien, que l'on suspende les procédures de licenciement, notamment celles qui étaient engagées ou en cours, et toute nouvelle procédure de licenciement dans ce contexte. Parce que, l'activité partielle avait justement pour objet de les éviter. Deux, parce que effectivement, les juridictions prud'homales, mais pas seulement, même en amont, très difficile d'accompagner un salarié avec conseiller du salarié ou délégué du personnel dans le cadre d'un entretien en vue d'un licenciement. Et puis les juridictions prud'homales, on s'est heurté aussi au fait que nos propres conseillers étaient hésitants avec la consigne stricte du confinement à se déplacer, à risquer de rencontrer X, Y ou Z. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et évidemment, demain, l'autre enjeu, il est celui de la reprise. Et c'est là, on se rejoint d'une certaine manière, je pense, avec les employeurs, peut-être pas exactement dans les mêmes termes sur les dispositions ou la mise en œuvre des dispositions elles-mêmes, mais que l'activité partielle ne cesse pas brusquement, parce que là, on basculerait, on a vu les derniers chiffres du chômage, brutalement, beaucoup de monde dans la situation de demandeurs d'emploi, avec une problématique énorme d'ailleurs. Du coup, dans tous les cas, on fera un effet de vase communicant, mais avec un risque, c'est qu'une fois que vous êtes dans le circuit de la demande d'emploi, il est beaucoup plus difficile de réentrer sur le marché du travail. Donc, l'activité partielle, y compris pour les gardes d'enfants d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions posées sur la question des gardes d'enfants. Au demeurant d'ailleurs, ou au passage, on a beaucoup invoqué le droit de retrait que certains ont mis en application, que certains syndicats ont rappelé, y compris le mien. Je signale que quand le président de la République dit que la reprise de l'école se fera sur la base du volontariat de la part des parents, il a ouvert un droit de retrait généralisé aux parents vis-à-vis de l'école, quand même. Donc, quelle est la réalité du volontariat si le parent salarié se retrouve en difficulté du point de vue de son emploi, quelle que soit la nature de son emploi, profession libérale, vous l'évoquiez, mais y compris parents salariés. Donc, je voudrais conclure sur un point par rapport à ce qu'évoquait Monsieur Asselin, qui parle beaucoup plus des entreprises patrimoniales, plutôt des petites et moyennes entreprises. Il y a deux objets sur lesquels on aimerait bien ouvrir une négociation. La question du télétravail, effectivement, parce qu'on a envoyé massivement, brutalement, beaucoup de monde en travail à domicile, mais dans des conditions qui n'étaient pas préparées. Et depuis 2017, les organisations patronales, les organisations syndicales étaient parvenues à une délibération qui avait fait consensus sur le télétravail, et nous demandions qu'on ouvre enfin une négociation qui permette de cadrer ce qu'est le télétravail. Parce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, envoyer chacun rester à domicile avec les enfants, avec plus ou moins de préparation et des difficultés effectivement à travailler correctement. Donc ça, c'est un objet de négociation. L'autre objet qui est très lié à ce qu'on vient de dire sur les questions d'emploi, c'est celle de la responsabilité des donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire le donneur d'ordre vis-à-vis des sous-traitants, des clients, des fournisseurs, parce qu'on voit bien qu'on fait très souvent reporter la responsabilité en bas, donc sur la petite ou très petite entreprise, et par voie de conséquence sur la situation de l'emploi de bon nombre de salariés qui sont aujourd'hui dans ces très petites entreprises. Donc, à cet égard, je pense qu'il y a besoin d'une politique beaucoup plus encadrée de la part des pouvoirs publics, et nous allons, nous, suivre très précisément les situations dans le détail.
Très concrètement et pratiquement, et là je m'adresse aux deux praticiennes du droit du travail, l'obligation des salariés de se soumettre à des tests de dépistage, à des prises de température, c'est possible? Alors, je réponds? Oui, Rachel. Oui. Alors, en l'état actuel, et heureusement, il n'y a pas d'obligation pour le salarié de se soumettre à un test de dépistage, et il n'y a pas non plus d'ailleurs d'obligation pour l'employeur, dans le cadre de son obligation de prévention, de soumettre les salariés, tous les salariés à un dépistage. On reste sur la norme actuelle qui est que il peut y avoir dépistage en cas de symptômes avérés et en cas de nécessité absolue. Mais même dans ce cas, il n'y a pas d'obligation pour le salarié de communiquer les résultats du dépistage au regard du secret médical qu'il est finalement le seul à pouvoir lever. Donc les choses sont pour une fois assez simples, assez claires, pas d'obligation de part et d'autre, et si le test est réalisé, pas d'obligation d'en communiquer la teneur. Et Laurence, pour compléter peut-être le propos de Rachel, j'ai un certain nombre de questions qui évoquent le rôle des CSE dans cette période particulière. Le fait qu'ils soient confrontés à des reprises d'activité sur des postes qui faisaient l'objet de télétravail. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, je pense qu'il y a déjà il y a beaucoup d'entreprises qui ont tenu des séances de CSE par visioconférence. Ça, c'est important. Dans le cadre de la reprise aussi, on peut adresser des convocations dans des délais beaucoup plus courts que dans le droit commun, de façon à permettre à l'entreprise de pouvoir s'adapter au fur et à mesure, parce que je crois que là, la réactivité de tous est importante et qu'il y a une volonté commune, c'est de sauver les entreprises, donc qu'il y ait une activité qui reprenne, et que pour que l'activité reprenne, il faut que les salariés puissent reprendre, et il faut qu'ils reprennent aussi avec une bonne santé. Donc il faut aussi pouvoir s'appuyer sur le médecin du travail, ça aussi c'est une possibilité. Et je rappelle qu'au niveau du droit de retrait individuel d'un salarié, cela est possible, mais ensuite, il va se poser le problème de savoir s'il y avait un caractère raisonnable au motif de son retrait. Et qu'aujourd'hui, le simple fait qu'il existe une pandémie ou qu'il y ait éventuellement la contamination d'un salarié au sein d'une entreprise ne serait pas forcément un motif légitime de retrait. Nous allons vivre avec ce virus, ce coronavirus pendant des mois et des mois, on ne sait pas pendant combien de temps, donc on prend des règles de sécurité. L'employeur a une obligation de sécurité, mais pour autant, il y a un moment ou un autre, quand on est par exemple affecté à l'accueil et qu'on bénéficie d'un masque, et là je suis d'accord tant avec M. Verrier qu'avec M. Asselin, c'est qu'aujourd'hui, même si on dit que le masque n'est pas obligatoire, tout le monde met un masque, et c'est évident que si on donne tous ces éléments-là de sécurité aux salariés, eh bien le salarié ne pourra pas faire jouer son droit de retrait. Quoi qu'il en soit, quand un droit de retrait est exercé, qui est-ce qui va juger? Après, c'est le juge. Et on en revient au fait que pour l'instant, les juridictions prud'homales n'ont pas repris du service, sont en train de le faire progressivement. Mais quand je regarde par exemple à Lyon, il a fallu que le premier président de la Cour d'appel de Lyon désigne des magistrats professionnels pour gérer et pour arbitrer des actions en référé prud'homal, alors qu'habituellement, c'est géré par un conseiller salarié et par un conseiller employeur. Donc, ça montre que là, il va falloir quand même que l'activité juridictionnelle reprenne totalement et sur tout le territoire français. Rachel, la situation à Paris est-elle la même qu'à Lyon? J'ai cru comprendre que le Conseil des prud'hommes de Paris n'était pas très, très actif et que son président notamment n'avait pas prévu une grande activité. Alors, il est exact que le Conseil des prud'hommes de Paris a vraiment fermé du jour au lendemain, que même le greffe ne recevait plus les demandes, qu'il n'y a eu aucune procédure de référé. Aujourd'hui, on nous dit que les audiences pourraient reprendre après le 18 mai.
On n'a pas vraiment d'indication sur le rythme de ces audiences, sur les conditions dans lesquelles ça va se produire. Personnellement, j'ai essayé hier, à peu près toute la journée, de joindre le Conseil des prud'hommes de Paris. Je n'y suis pas parvenue. Je pense que beaucoup de monde fait la même chose. Je crois que vraiment, cette crise a révélé au grand public ce que nous essayons, et aux journalistes peut-être, de dénoncer depuis des années, c'est-à-dire qu'on est à l'os, quoi, et que l'extrême pauvreté des juridictions, le sous-équipement en moyens technologiques, le sous-équipement en personnel fait que ce sont effectivement les justiciables salariés qui vont payer le prix fort des conséquences de cette crise, alors même qu'on nous annonce des licenciements économiques, alors même qu'on nous annonce toutes sortes de difficultés que même avec la meilleure volonté du monde, on ne pourra pas éviter. Et comme le disait Christiane tout à l'heure, notre présidente, dans son introduction, le droit est un amortisseur social et un aiguillon économique. Et par conséquent, eh bien, si les juridictions du travail ne sont pas au rendez-vous, on peut avoir de grandes craintes côté salarié comme côté employeur. C'est d'ailleurs une question qui revient et que je vais poser à M. Asselin, quand même, M. Verrier. Les questions de responsabilité qui sont dans l'air, de responsabilité dans l'hypothèse de contamination sur les lieux de travail. Est-ce que c'est une crainte? Comment est-ce que cette responsabilité-là sera mise en œuvre? Question destinée aux organisations syndicales. Comment est-ce que c'est vécu, appréhendé du côté de la CPME? Alors, on a été, dès le départ, nous, très proactifs sur cette question de responsabilité. D'abord parce que nous, on la vit personnellement dans notre entreprise, quand on est patron patrimonial, hein. On peut avoir des délégataires, des cadres, qui aussi ont cette responsabilité. Mais on sait très bien qu'en matière de santé-sécurité, il y a c'est non négociable. Voilà. On a cette responsabilité. Comme parfois, j'utilise un terme, alors qui va peut-être faire bondir certains d'entre vous, hein, mais je dis quand on signe un contrat de travail, en matière de santé et de sécurité, c'est plus qu'un contrat, c'est une adoption. Voilà. Il faut prendre soin du début à la fin, dans le cadre du travail, de ses salariés. Et ça, on l'accepte, hein. Là où c'est plus compliqué, en ce qui concerne un risque épidémique, c'est que, voyez-vous, quand il s'agit d'un risque professionnel, moi je suis menuisier charpentier, je sais anticiper, je sais comprendre ce que c'est qu'un risque professionnel. Problème de risque de chute, hein, problème de risque de se couper, hein. Et ça, on peut l'anticiper, et ça, on peut facilement l'appréhender. Quand il s'agit d'un risque épidémique, ou comme tous les Français, vous avez entendu de la part de beaucoup de spécialistes, aussi grands soient-ils, un discours évolutif, hein. Vous vous dites, moi en tant que responsable et premier responsable de mes salariés dans l'entreprise, mais il y a quelque chose d'effrayant. C'est-à-dire que, quand bien même je peux mettre en place toutes les mesures barrières, je ne peux pas garantir qu'un de mes salariés ne peut pas contracter la maladie, hein. Et que se passe-t-il si demain, il se retourne contre son employeur ou ses ayants droit? Parce que là, il ne s'agit pas, entre guillemets, d'un petit bobo, c'est un risque de vie ou de mort. Donc, lorsque vous êtes titulaire de cette responsabilité, quand bien même vous avez mis tous les moyens en œuvre pour éviter ce risque et que ce risque est incontrôlable, eh bien, vous vous retrouvez très anxieux par rapport à cette responsabilité. Alors, je sais, et Muriel Pénicaud nous l'a répondu je ne sais combien de fois, en droit du travail, et elle a raison, vous n'avez qu'une obligation de moyens renforcés. Sauf que vous avez à côté, quand même, la jurisprudence et puis le droit pénal. Personne ne peut interdire à un salarié ou à un ayant droit de se retourner vers un responsable, ça peut être demain un directeur d'école, un maire ou un employeur ou un cadre de cette entreprise pour dire, écoutez, est-ce que vous aviez mis en place les moyens pour éviter cette catastrophe? Alors, je le sais, parce qu'on me l'a souvent dit, mais vous savez, ça sera très rare qu'un employeur puisse être condamné.
OK. Mais vous savez tous, et bien mieux que moi, hein, par votre profession, que le chemin initiatique qui attend le responsable est épouvantable, hein. Donc, nous, ce que nous voulions à la CPME, c'est que finalement, on rappelle le droit. Voilà. Et que nous sommes plutôt faits, nous, chefs d'entreprise, pour assumer nos responsabilités. Et on aime ça d'ailleurs, prendre des responsabilités. Mais encore faut-il qu'on puisse tout simplement les maîtriser. Et or là, eh bien, ça nous échappe quelque part. Donc, nous avions besoin d'être rassurés sur le périmètre de notre responsabilité pour que nous puissions y aller en confiance. Et c'est ce qui a été fait à travers un compromis entre le Sénat et l'exécutif, qui a été validé hier soir au Conseil constitutionnel, qui finalement eh bien, rappelle ni plus ni moins le droit. C'est-à-dire qu'effectivement, le responsable d'entreprise qui demain, eh bien, d'une façon complètement absurde, mettrait en risque ses salariés par rapport au risque épidémique en ne respectant aucune mesure, je pense que s'il est poursuivi, il aura quelques problèmes. Et ça, eh bien, on est d'accord avec ça. Par contre, l'inverse, il faut absolument le sécuriser. Je vous confirme là-dessus, moi je ne suis pas praticien de travail, je suis praticien en droit pénal et la mise en cause pénale est souvent encore plus lourde d'effet que la condamnation finale qui est souvent lointaine et pas à la hauteur des angoisses de celui qui a vu sa responsabilité mise en cause. C'est une évidence. Sur cette position de responsabilité pénale, sur cette question de responsabilité pénale, à Force ouvrière, Monsieur Verrier? Je redis les choses. Hein. Je pense qu'il est important de bien identifier les responsabilités respectives. Il y a celles des pouvoirs publics et qui, justement, seront déterminantes quant à ce que est la responsabilité de l'employeur. Quelles sont les prescriptions qui doivent être mises en œuvre et quels sont les moyens qui font que ces prescriptions peuvent être effectivement mises en œuvre. On a parlé des masques, par exemple. Quel type de masques doivent être utilisés face à la question du risque épidémique selon l'environnement, le poste de travail, le transport pour aller au travail. Donc ça doit être des prescriptions qui engagent les pouvoirs publics. Et ensuite, selon ces prescriptions, eh bien, c'est aux employeurs, effectivement, dans le cadre de la relation de travail, de s'assurer qu'elles sont bien mises en œuvre. C'est aux organisations syndicales d'assumer leurs responsabilités elles-mêmes quant à la vérification. On a beaucoup parlé de Sandouville, par exemple, ces jours derniers, mais l'organisation syndicale, dans le cadre de la consultation du CSE ou du CHSCT, d'ailleurs, nous demandons à ce que soient rétablis les CHSCT partout où ils ont été supprimés. On voit à quel point ils étaient importants aujourd'hui. Eh bien, l'organisation syndicale va s'assurer effectivement que ces prescriptions sont effectivement mises en œuvre dans le cadre de l'organisation du travail, etc. Donc voilà, la chaîne des responsabilités, elle est celle-là et elles doivent être parfaitement intégrées et respectées. On ne peut pas demander aux salariés d'aller au travail tout en disant que les uns et les autres au-dessus se désengageraient de leurs responsabilités. Ça ne fonctionnerait jamais, et heureusement. Et je voudrais juste, pour ne pas être très long, un mot. Nous demandons à ce qu'on reconnaisse pour celles et ceux qui auront été travaillés durant cette période de crise sanitaire le Covid-19 comme maladie professionnelle. Et je rappelle simplement que dès 1919, lorsque l'Organisation internationale du travail a été constituée, les maladies professionnelles, le risque de contracter une maladie professionnelle a été inscrit au titre des dispositions à prendre pour assurer ou dans l'objectif de la justice sociale. Et dès 1925, une convention avait été élaborée à l'Organisation internationale du travail, adoptée, qui évoquait l'impérieuse nécessité de protéger des maladies professionnelles et d'indemniser celles et ceux qui contracteraient. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au titre des maladies professionnelles identifiées dans cette convention, figurait une maladie dite zoonose, transmissible de l'animal à l'homme, qui était la fièvre charbonneuse. Donc on voit qu'on n'est pas très loin de la situation d'aujourd'hui. Si je suis sur des choses très, très pratiques, on a un certain nombre de questions. On fera tout à l'heure des questions très pratiques avec des réponses oui, non, rapides. Mais comment est-ce que les deux praticiennes du droit du travail peuvent bien nous cadrer le droit de retrait? On a un certain nombre de questions. Quid du salarié qui refuse de revenir parce qu'il n'a pas de solution de garde et ne souhaite pas être en télétravail? Que se passe-t-il si un salarié vit avec une personne présentant des facteurs de comorbidité? Est-ce qu'elle peut exercer son droit de retrait si son employeur refuse le télétravail? Rachel, Laurence, vous pouvez nous redéfinir un peu le droit de retrait qui, là, se trouve être exerçable dans des conditions tout à fait extraordinaires? Alors, pour répondre brièvement sur la question du droit de retrait,
Le droit de retrait, c'est lorsque l'employeur peut agir sur les conditions. C'est-à-dire qu'il n'est pas envisageable d'exercer un droit de retrait en raison d'une situation personnelle au salarié. C'est autre chose. Donc là, on est hors sujet sur le droit de retrait. L'employeur est certes responsable de la préservation de la santé, mais seulement dans le périmètre qui est le sien. Ça va de soi, premièrement. Alors, deuxièmement, je peux peut-être aussi évoquer brièvement, rebondir brièvement sur la question de la responsabilité. Oui, bien sûr. On a un peu trop tendance à parler exclusivement de la responsabilité pénale des employeurs. Je pense que c'est un peu réducteur. En réalité, la vraie responsabilité des employeurs, elle ne se situe pas là. Elle se situe éventuellement, et je rejoins ce qui a été dit par M. Verrier, sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Et il va falloir très sérieusement se poser la question de créer un fonds d'indemnisation, parce qu'on ne peut pas faire comme si des milliers de salariés n'avaient pas été infectés au cours de la pandémie, que ce soit sur leur lieu de travail ou au cours du transport, sachant que, en matière de faute inexcusable, c'est au demandeur qu'il appartient de prouver que, un, l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger, et deux, qu'il n'a pas pris les mesures pour préserver le salarié. Donc, il va bien falloir que les partenaires sociaux, les pouvoirs publics trouvent une solution à ces dizaines de milliers de cas qui seront avérés, qui vont continuer d'affluer, mais il est clair que il faut avoir une vision globale, pas seulement sur la responsabilité pénale, parce qu'on sait que en matière de droit du travail, elle est extrêmement marginale. Il n'y a pas vraiment de politique pénale en droit du travail, mais surtout aussi parce que le pénal, finalement, n'aboutit pas à une véritable réparation des droits de la victime. En réalité, ce qui se joue, ça va se jouer devant les juridictions sociales, et là, il y a matière à intervention effectivement rapide, à la fois des pouvoirs publics, peut-être la reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite au tableau. Personnellement, ça m'étonnerait un peu parce qu'il faut des négociations dans les branches. Bref, trouver une solution, et on est capable de la trouver. Pour rebondir sur ce que tu dis, Rachel, effectivement, le droit pénal n'est pas là pour résoudre les questions d'indemnisation. Il est généralement utile dans la détermination d'une faute inexcusable, mais c'est un autre débat, et c'est un débat très préalable à l'indemnisation et ne répond pas à l'indemnisation. On a une question, j'y reviens parce qu'elle est reposée. Renaud Lecade nous dit: comment résoudre les conflits du travail liés à la pandémie quand la plupart des tribunaux prud'homaux sont fermés? Ça veut dire, est-ce qu'on a des solutions alternatives? Est-ce que ça ne pose pas la question de l'organisation de la justice prud'homale de manière plus générale? Alors, je vais bien répondre là-dessus. Déjà, juste un petit mot sur la responsabilité pénale qui va s'apprécier au niveau des nouvelles dispositions en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait la personne. En gros, quand même, on va être plutôt sur la faute un peu délibérée de la part d'un chef d'entreprise. Donc, on verra comment il va s'appliquer dans le temps. Alors après, les juridictions. Je pense que les conseils de prud'homme, ils vont reprendre leur activité. Mais ils vont le reprendre aussi avec le risque de coronavirus, c'est-à-dire aussi peut-être ils sont en train d'envisager, en tout cas c'est le cas, en référé sans audience contradictoire, puisque le juge des référés peut rejeter des demandes sans qu'il y ait eu de débat. Il va y avoir, il y a le problème aussi, en effet, aujourd'hui, d'un certain nombre de conseillers qui visiblement se disent qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité pour se retrouver au sein des juridictions prud'homales. Donc là, c'est aussi sur l'organisation pour que les justiciables puissent venir sur place, les avocats puissent être à leur côté et qu'il y ait une protection. C'est la même question qui se pose devant l'ensemble des juridictions. Mais aujourd'hui,
c'est clair. Un salarié qui fait jouer son droit de retrait ou qui a un problème par rapport au télétravail, eh bien aujourd'hui, il ne va pas avoir de réponse directe. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Je crois qu'il peut y avoir évidemment la mise en des accords qui peuvent intervenir. Monsieur Asselin dit qu'il y a beaucoup de discussions entre les salariés et les employeurs. Je pense que les RH et DRH jouent ce rôle-là, puisque depuis quelque temps, depuis le début, en tous les cas de la pandémie, le fait qu'il y ait eu du télétravail a induit des règles de management assez différentes et on s'est rendu compte que les DRH n'étaient pas forcément formés pour cela au départ. Donc, on a appris de tout ça et on sait qu'au niveau, par exemple, du télétravail, si ça continue, eh bien, il va falloir mettre entre guillemets des garde-fous pour qu'il y ait une vie privée et une vie professionnelle. Et ça, les partenaires sociaux, à mon sens, vont pouvoir discuter sur ces points. Mais concernant la possibilité d'avoir des recours devant les juridictions, je dois le dire qu'aujourd'hui, les délais vont être extrêmement longs, ce qui n'est pas normal, mais c'est ainsi. Monsieur Verrier, Monsieur Asselin, sur cette question de l'organisation de la juridiction prud'homale, et puis après, on fera toute une série de questions avec des réponses rapides parce qu'on a plein de questions. Monsieur Verrier, peut-être? Je vais être très court. Je le disais, on a été confronté effectivement à ce que tout un chacun, y compris les conseillers prud'homaux, ont considéré que la consigne stricte du confinement devait être prioritaire. Et donc, ça rendait difficile, y compris nos propres militants, conseillers du salarié, par exemple, qui pouvaient être sollicités pour aller accompagner tel ou tel salarié dans le cadre d'un entretien préalable, a fortiori au tout début, lorsque les masques n'étaient pas là, qu'on ne savait pas s'il fallait en porter un ou pas. Bon, bref, ça a entravé un fonctionnement normal de l'ensemble du processus. Ne tirons pas de conclusion à moyen et long terme sur une situation absolument extraordinaire dont on aimerait bien sortir le plus vite possible, mais dont on ne sait pas si on en sortira aussi vite qu'on le voudrait. Monsieur Asselin? Oui, écoutez, sur cette question, je pense qu'il faudrait qu'on tire les leçons de ce qui se passe pour l'avenir, parce que ce que j'espère pas, mais on devait se retrouver demain dans une même situation subite et subie, eh bien, il faudrait au moins qu'on puisse regardez, on fait une conférence, une visioconférence. Peut-être qu'il y a des éléments en termes de juridiction qui pourraient se faire aussi à distance. Certainement pas toutes, mais on pourrait peut-être tirer les leçons. Vous voyez, par exemple, on a, nous, des conseillers prud'homaux à la CPME que l'on forme. Eh bien, par rapport au ministère du Travail, on n'a pas le droit de les former en visio. Voyez, dans les textes, c'est pas prévu. Eh bien, peut-être que demain, ça serait l'occasion de revisiter le dispositif pour qu'on garde un minimum d'efficacité. Et je suis bien évidemment, tout comme vous, très sensible bien, à l'équilibre, on va dire, des parties. C'est-à-dire que les salariés comme les employeurs ont besoin d'avoir une justice, entre guillemets, qui leur donne confiance. Bien. Je vais maintenant faire un exercice qui ressemble un peu à une foire aux questions, parce qu'il y a plein de questions et je vous laisserai répondre chacun les uns les autres et surtout essayer de répondre brièvement pour qu'on essaye de les purger dans le court temps qui nous reste. Une première question, c'est relative au caractère professionnel de la maladie. Est-ce qu'on peut considérer que cette maladie pourrait être une maladie professionnelle? Alors, si je peux répondre, j'ai déjà un peu répondu. La difficulté, c'est que c'est une maladie et que les maladies professionnelles, normalement, doivent être reconnues à partir de leur inscription sur un tableau. Si elles ne sont pas inscrites sur un tableau, il y a un mécanisme de reconnaissance dit complémentaire et il faut prouver les conditions dans lesquelles le virus a été contracté, ce qui est très compliqué puisque précisément le virus étant invisible, on ne sait pas à quel moment il a pu s'infiltrer. Et c'est la raison pour laquelle des professeurs de droit, des syndicalistes et des salariés, d'une manière générale, demandent qu'il y ait une présomption, effectivement, non pas pour incriminer forcément l'employeur, qui dit maladie professionnelle ne dit pas faute de l'employeur, dit prise en charge du risque
au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ce qui est évidemment plus protectrice de toutes les manières que ce soit. Merci Rachel. Une autre question. Permets de répondre, pardon, je sais. Pardon Laurence, excuse-moi. Non, je pense, je n'imagine pas que chaque fois qu'un salarié sera atteint du coronavirus, on puisse dire que parce qu'il travaille, que c'est lié à son travail. On peut le prendre en allant faire ses courses, en allant dans la rue, en étant dans les transports en commun. Donc, je n'imagine pas un instant que ça puisse être comme ça systématique. Et quand il y a une maladie professionnelle, n'oublions pas quand même qu'il y a des conséquences financières pour l'entreprise. Donc, à partir de là, soit on nous dit qu'il y a une présomption irréfragable, ce qu'on a vu pour les professionnels de santé qui étaient en ligne directe, mais après, si on commence à dire qu'il y a des maladies professionnelles pour tous les salariés concernés, je pense que les conséquences financières et économiques seraient vraiment trop importantes pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient très petites, moyennes ou grandes. Je vais vous demander de raccourcir encore les deux spécialistes. Un salarié reprenant partiellement son activité a le droit d'utiliser de ses congés. Alors, pour les congés, je réponds là-dessus. En fait, déjà, il pouvait y avoir des périodes de congés pendant la période de confinement. Ces congés, il les a pris même s'il était confiné, c'est-à-dire que ça ne les remet pas en cause. D'accord ? Une fois qu'il y a la reprise, il peut y avoir, c'est l'employeur et le salarié. La liste, les congés sont fixés 1 mois avant la prise de congé. C'est simplement réduit actuellement à, je crois, 7 jours. Pardon ? Dans le cadre d'un accord. Dans le cadre d'un accord, s'il y a un accord, d'où l'importance en effet qu'on trouve des accords, parce que là, on se dit qu'il va falloir, et j'en ai terminé, s'adapter à la situation au fur et à mesure. Il y a des moments où les personnes pourront partir en congé, il y a d'autres moments où il ne faudra pas que les personnes partent en congé parce que l'activité sera là. Quelle gestion particulière pour les salariés qui travaillent à plus de 100 km ? Salariés itinérants. Ça, c'est une des questions que je vais poser ce soir à la ministre du Travail, puisque nous avons une visioconférence, enfin une audioconférence entre les interlocuteurs sociaux et la ministre du Travail, mais c'est une question à la fois pour les salariés et pour un certain nombre de délégués syndicaux d'ailleurs. D'accord. Une question pour vous, Monsieur Verrier, qui vient dire que effectivement, alors elle ne s'affiche pas, mais qui vient dire mais ce droit de retrait au regard de la garde des enfants, encore faut-il avoir une attestation. Et comment on fait pour avoir une attestation de l'école indiquant qu'on ne prend pas vos enfants ? Il y a quand même plusieurs discours. Il y a d'une part celui du volontariat. Je le disais tout à l'heure, c'est une forme de droit de retrait octroyé à tous les parents de manière généralisée, sans protestation possible, sauf quel est l'impact sur ma situation en tant que parent salarié. Et ça a été résolu par le système de garde, ensuite par la transformation en activité partielle, mais il y a un gros point d'interrogation à partir du 1er juin. Et ça fait partie des questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse, mais que nous avons posées au gouvernement, en considérant que si le volontariat est la ligne et c'est celle du président de la République, eh bien, il faut qu'il puisse s'effectuer effectivement et donc qu'on puisse à tout le moins conserver la situation d'activité partielle dans ces cas-là. Merci. Peut-on envoyer une convocation à un licenciement économique dès la fin du confinement ? Alors, Rachel, Laurence ? Oui, Laurence. Ce qu'on voit en tous les cas, c'est qu'il n'y a pas de disposition particulière qui a suspendu, par exemple, les procédures de licenciement. C'est-à-dire qu'on a les convocations, par exemple, en entretien sont parties. Les entretiens, même si le salarié… Pardon. Comment sont-elles parties ? Puisque, on l'a vu, la Poste ne marchait pas toujours très bien. On a des questions comme ça qui disent, mais il y a des salariés qui ont pas reçu les LRR, qui ont reçu le licenciement, mais pas la convocation, etc. Alors, on est dans le droit commun, c'est-à-dire que la Poste n'a pas fonctionné un tout petit moment, puis elle s'est remise quand même à fonctionner, et que la lettre de convocation par AR, c'est une modalité, mais qu'on peut imaginer convoquer par lettre simple. Alors là aussi, c'est la jurisprudence. Ça n'est pas une condition de validité, puisque ça peut être aussi par remise en main propre. Alors, je sais bien que pendant le confinement, ça n'est pas possible, mais il y a eu des procédures qui ont été engagées avant le confinement et qui ont pu se poursuivre pendant le confinement.
aucune disposition particulière n'a été prise pour arrêter ou suspendre les procédures de licenciement. Mais je confirme, hein, il y a aucune. Ce sont les règles habituelles et par conséquent, il ne faut pas imaginer qu'il y ait plus de facilité ou moins de facilité. On sait qu'il y a eu la réforme du motif économique, ou plus exactement des conditions dans lesquelles les employeurs peuvent prononcer des licenciements économiques, qui ont été très, très, très assouplis récemment. Et on sait aussi que les barèmes Macron que les salariés risquent de se heurter au plafond terrible du barème Macron. Et en ce qui me concerne, j'ai déjà plusieurs dossiers dont je vais prochainement saisir le Conseil des prud'hommes, avec des ruptures d'essai, des licenciements économiques et des chômages partiels, on va dire, extrêmement confus et mal faits qui se sont mis en place. Merci, il y a encore plein de questions. On n'a malheureusement pas le temps de les traiter parce qu'on arrive au terme de cet échange. Merci beaucoup, M. Verrier, M. Asselin, Rachel Saada, Laurent Gillot-Fanger. Je laisse la parole à notre présidente, Christiane Carlschul, pour conclure. Merci Xavier, merci à tous pour vos éclairages. Oui, Xavier, il y a beaucoup de questions. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes que ces questions traduisent. Et une certitude, tout le monde cherche de l'information. Et il y a forcément des tâtonnements, mais une chose est sûre, nous avons une mission d'information, nous avons une mission de clarification du droit dans ce contexte inédit de la crise Covid-19. Et il y a une appréciation des risques, forcément. Alors, dans ce contexte, moi, ce qui m'apparaît, c'est que le pendant de la responsabilité des employeurs, c'est la nature de leurs obligations au titre de la préservation de la santé. Alors, est-ce que nous sommes dans une obligation de moyens ? Vous savez, la conséquence, c'est que l'employeur va devoir démontrer qu'il a mis en œuvre ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif visant à préserver ses employés. Est-ce que c'est une obligation de résultat ? Est-ce que le simple fait qu'il y a un cas d'infection dans ces locaux va engager sa responsabilité ? On voit bien qu'entre les deux natures d'obligation, il va falloir trouver un équilibre. Alors, l'un d'entre vous évoquait cette obligation de moyens renforcée. Oui, il y a matière à jurisprudence, à réflexion. Où est-ce qu'on va positionner le curseur ? Et puis, dans ce contexte, quid de la responsabilité du salarié ? On voit bien à travers certaines questions que le sujet doit être évoqué. Par exemple, quid du conjoint qui cache que du salarié qui cache que son conjoint est atteint du Covid-19 et qui va se rendre sur son lieu de travail, ou celui du salarié qui refuse de télétravailler alors qu'il pourrait le faire. Donc, oui, il y a une multitude de questions et ici encore, à l'évidence, c'est le droit. Rachel Saada rappelait cette phrase que j'aime bien. Oui, le droit est un amortisseur social et il faudra bien trouver des règles d'équilibre et arbitrer dans un contexte inédit, mais il faut faire confiance à l'intelligence collective. Voilà pour ma conclusion. Merci encore à tous pour votre présence et pour cet échange qui ne donne pas toutes les réponses, mais qui est clair sur la situation. Merci.